Écho. Pour ce premier podcast, Écho rencontre Marie Preston et Yoann Sorin, deux artistes qui ont été en résidence dans des écoles primaires à Embrun de mars à avril dernier. Ensemble et avec les enfants, ils ont mené des ateliers avec des artisans locaux, rédigé un journal de bord, pratiqué la peinture et la sculpture afin d'imaginer un lieu idéal de transmission qui ne soit pas à l'image de l'école traditionnelle. Cette expérience, elle se conclut par une exposition qui ouvre aujourd'hui au Centre d'art contemporain Les Capucins à Embrun. On en discute tout de suite avec Marie et Yoann. Une première question d'abord pour Marie. Depuis plusieurs années, tu mets en place des dispositifs de co-création qui consistent, comme leur nom l'indique, à co-créer des œuvres avec des personnes qui font partie de communautés préexistantes ou qui sont réunies pour l'occasion en collectif. Ces co-créations, elles sont guidées par l'idée d'une réciprocité, d'une égalité des savoirs et des savoir-faire qui permet de redistribuer les rôles de chacun selon un principe d'horizontalité. Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire ce qui t'a amené à travailler de cette façon-là ? Enfin, comment ça s'est produit ? Oui, c'est... Bonjour déjà. Bonjour. Comment ça s'est produit ? En fait, assez vite, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, il y a un moment maintenant, en 2003, cette pratique s'est imposée à moi parce que j'étais invitée à travailler à Montreuil, en banlieue parisienne, avec des femmes d'origine malienne et plutôt dans une pratique artistique documentaire. Et je me sentais très mal à l'aise au fait de réaliser des photographies, puisque c'était ce qui était demandé au départ. Et alors que je ne les connaissais pas, je connaissais pas leur culture. Elles se parlaient en bambara et en soninké, et donc j'avais comme ça une position assez particulière au sein du groupe. Et donc la première façon de faire pour moi qui m'a semblé la plus juste, était d'engager une forme de pratique collaborative pour d'abord faire connaissance. Et de fil en aiguille, au fil des années, j'ai continué à travailler comme ça, jusqu'à ce que ça devienne de manière quasi exclusive ma façon de faire et que je le déploie aussi au niveau des recherches que je mène pour comprendre comment les gestes produits par l'artiste, faits par l'artiste dans ces situations-là, qu'est-ce que ça fait en collaboration avec les personnes concernées, à la fois la création et à la fois la relation aussi. Voilà, en un mot, comment je suis venue à ces questions de pratique collaborative et de co-création. Et justement, cet intérêt pour les pratiques collaboratives et de co-création, il t'a amené à faire un lien avec ce qu'on peut appeler la coéducation, c'est-à-dire un ensemble de pédagogies alternatives qui se sont développées dans les années 1960-1970, notamment en France. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être revenir sur les liens qui existent entre co-création et pédagogie alternative, que ce soit du point de vue de leurs principes, peut-être de leur méthode ou de leur visée ? Oui. Alors en fait, il y a plusieurs éléments qui sont croisés pour en venir là. C'est-à-dire que depuis que mon fils est rentré à l'école maternelle, je me suis rendu compte que le système éducatif dans lequel lui il s'inscrivait, c'est-à-dire une école de quartier, dans un quartier populaire en périphérie de Paris, une école publique, la question de la coopération au sein des équipes éducatives et entre les enfants eux-mêmes était absolument absente, alors même que moi, depuis de nombreuses années, j'ai engagé ma pratique artistique de cette manière-là, en ayant dans l'esprit que d'engager comme des modèles de société. Oui, tout à fait. Mais justement, c'est ça qui aussi, je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a apparemment un lien justement entre l'idée d'un autre type d'institution éducative qui induirait en fait presque un autre type d'organisation sociale ou un autre type comme tu disais, d'autres modes de sociabilité peut-être. Est-ce que tu peux peut-être parler de ce lien-là justement, ou peut-être que ça passe par les notions qui sont au cœur même de ces pédagogies alternatives ou de ces processus de co-création qui sont des principes, qui sont des notions d'autonomie, d'émancipation, d'autogestion. Peut-être que c'est en revenant sur ces notions-là qu'on peut voir quel type de société est induite en fait par le fait de revisiter l'institution. Oui, tout à fait. En fait, les pédagogies
auxquelles je me suis intéressée sont des pédagogies qui ont été développées dans le cadre d'écoles ouvertes, où justement la question de la coopération entre les équipes éducatives et entre les enfants était au cœur de leur démarche. Équipe éducative, quand je dis ça, c'était là pas simplement les enseignants-enseignantes entre eux, mais aussi tous les membres qui faisaient l'école, donc aussi le périscolaire. Et ces pédagogies-là, cette recherche que j'ai menée depuis plusieurs années, je l'ai toujours envisagée en lien avec les questions de co-création. C'est-à-dire comment ces pédagogies qui développaient la coéducation présentaient des liens ou non avec les pratiques coopératives dans le champ de l'art. Et donc, avant de revenir vraiment sur ces questions d'autonomie, d'émancipation et d'autogestion qui étaient les fers de lance, enfin ce que défendaient en tout cas ces pédagogies-là, et plus exactement les écoles sur lesquelles j'ai travaillé, qui ont vu le jour dans les années 70, effectivement, mais dont les pédagogies qu'ils travaillaient remontaient à une période bien antérieure. Les liens avec les pratiques de co-création, donc le lien co-création-coéducation, passait à la fois par la question du groupe, de travailler en groupe, en collectif, au sein de groupes qui sont hétérogènes, c'est-à-dire que les pratiques de co-création engagent non pas des artistes entre eux pour travailler ensemble, mais artistes et d'autres personnes qui appartiennent à soit des professions, soit des milieux sociaux, enfin toutes sortes d'appartenances différentes. Et il y avait ça, donc la dimension coopérative aussi qui était présente dans ces écoles et qui était défendue comme une forme d'apprentissage en soi et qui impliquait donc le partage de décisions et le partage aussi de la fonction éducative au sein de l'établissement. C'est-à-dire que c'est pas juste l'enseignant qui a une fonction éducative, c'est pas parce qu'il a le statut d'enseignant qu'il est le seul porteur de la dimension éducative, au même titre que dans les pratiques de co-création, ce n'est pas l'artiste qui, avec son statut en réalité d'artiste, est le seul porteur de la fonction artistique. Donc ça, c'était aussi un autre lien qui avait été identifié. Après, il y avait quelque chose qui était aussi fondamental et qui est oui, très important, c'est le fait que le processus prévaut, le chemin prévaut au but à atteindre. Donc je pense qu'on en reparlera certainement dans la manière dont a été menée aussi la résidence. Et puis la création d'objets. C'est-à-dire que dans ces pédagogies-là, c'était des pédagogies de projet. Donc les enseignants, enseignantes, avec les enfants, décidaient ensemble de soit projet de production, soit de service, c'est les termes qu'ils employaient, pour mener à bien des actions qui, en elles-mêmes, portaient tous les savoirs fondamentaux qu'ils devaient acquérir. Et le journal scolaire est un bon exemple également. Et enfin, pour terminer les liens co-création, coéducation que j'ai identifiés dans la recherche que j'ai menée, c'est la dimension aussi réflexive, c'est-à-dire le fait que de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on le fait, dans quelles conditions, lever tous ces implicites qui ne le sont pas dans l'école et qui, disons, traditionnels, où le rapport savoir-pouvoir est confondu, alors que là, il s'agissait vraiment de l'isoler, de les identifier, ce qui est de l'ordre de la transmission, ce qui est de l'ordre de l'exercice du pouvoir. Et donc, tout ça passe par une dimension réflexive et aussi une réflexion sur les questions institutionnelles. Oui, bah justement par rapport aux institutions, il me semble que en creux, les pédagogies alternatives auxquelles et peut-être aussi les processus de création se fondent sur deux rapports possibles justement aux institutions, c'est-à-dire aux structures éducatives, économiques, politiques ou juridiques qui organisent et qui régulent les rapports sociaux. Donc d'un côté, les institutions sont considérées comme nécessairement aliénantes et doivent donc être défaites. Et d'un autre côté, les institutions sont au contraire pensées comme consubstantielles à toute formation sociale. Et dans ce cadre-là, il s'agirait moins de les détruire que de les remanier lorsqu'elles deviennent aliénantes et lorsqu'elles organisent des rapports de domination. Alors peut-être que tu peux justement, Marie, nous dire comment toi tu te situes par rapport aux institutions. Il me semble que c'est plutôt dans la seconde perspective, mais tu pourras peut-être nous en dire plus. Oui, alors la question des institutions, elle est vraiment au cœur de toutes ces réflexions.
déjà, dans un premier temps, moi j'enseigne à l'université en tant qu'enseignante-chercheuse, donc je serais mal placée pour dire que justement mon positionnement n'est pas au sein de l'institution et dans des formes de travail en son sein même, et même la collaboration avec des centres d'art ou des musées qui sont aussi des établissements reliés à des institutions fait que la position que j'adopte est celle-ci. Et effectivement, les pédagogies, enfin les écoles avec lesquelles j'ai travaillé étaient des écoles qui étaient des écoles publiques, donc qui développaient des pédagogies particulières dans des écoles publiques et qui du coup ont dès le départ ce parti pris qui consiste à dire c'est au sein du système même qu'il faut engager une transformation. En fait, cette question de la transformation de l'établissement, en fait, du fonctionnement de l'établissement en tant que tel, puisqu'en fait, ils distinguent établissement et institution, ils le font de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'institutions qu'ils choisissent de transformer, et je pense qu'on peut aussi tout à fait le penser au sein du champ de l'art. La première type d'institution qu'ils proposent, enfin elles proposent de transformer, c'est en fait les institutions qu'ils appellent internes à la classe. C'est-à-dire que le terme institution ici revêt le fait de trouver des modalités de fonctionnement à plusieurs. Une institution, c'est comment être ensemble déjà au sein du groupe. Et ces institutions internes au groupe sont élaborées collectivement par ce qu'ils appellent justement des institutions, comme par exemple le conseil. C'est des moments de réunion des enfants avec les instituteurs où l'exercice de la parole est libre et les enfants peuvent prendre des décisions qui auront un impact sur le fonctionnement de la classe elle-même. Donc ça, c'est une forme de modification des institutions internes à la classe. Et puis après, il y a le désir de transformation externe, qui est évidemment d'une autre nature, bien plus, dont la visée politique est plus explicite, même si celle au sein de la classe l'est aussi au sens d'un vivre ensemble. Mais ce serait changer les rapports avec l'inspection pédagogique, changer les rapports avec etc., etc., tout ce qui est au-delà de la classe. Et les écoles avec lesquelles j'ai travaillé étaient réellement engagées dans ces formes de transformation. D'ailleurs, au départ, quand ils ont commencé à être engagés dans une... En fait, pour resituer un petit peu, je pense que c'est important sur ces écoles que j'ai étudiées, ces écoles ouvertes, elles étaient liées à un programme expérimental qui visait à lutter contre l'échec scolaire. Ce programme expérimental, il était porté à la fois par le ministère, donc ils étaient soutenus institutionnellement pour le faire, et également par l'INRP, l'Institut de recherche pédagogique, chapeauté par... cette recherche en particulier par Jean Foucambert. Et donc, le fait d'être engagé dans cette recherche-action leur permettait une certaine liberté d'action pour lutter contre l'échec scolaire en tentant de trouver des méthodes propres, en fait. C'était ça, hein, la visée de la recherche. Et les écoles avec lesquelles j'ai travaillé se sont rendus compte que pour lutter contre cet échec scolaire, il fallait radicalement en fait changer le système et non pas l'adapter par exemple, ce que d'autres écoles dans le même programme ont découvert et qu'on utilise encore aujourd'hui, des pédagogies de soutien, des pédagogies de soutien, de séparer les groupes en mettant des élèves plus en difficulté et des élèves qui ont de meilleurs résultats pour faire du tutorat, etc. Là, ils pensaient vraiment qu'il fallait transformer radicalement le système. Donc déjà, en tant que tel, ils ont créé des méthodes qui visaient à transformer l'institution pour lutter contre cet échec. Et au-delà de la question de la lutte, enfin de pouvoir accompagner des enfants qui seraient en échec scolaire, est-ce qu'il n'y a pas dans ces pédagogies alternatives l'idée que l'école traditionnelle est un lieu d'assimilation et de reproduction des normes sociales, un lieu qui perpétuerait un ordre social organisé selon des rapports de pouvoir et de domination? C'est une question que je te pose. Je ne sais pas si c'est le cas et si c'est la façon dont tu perçois aussi les choses. Si, c'est absolument ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir identifié le fait qu'il fallait complètement transformer
la pédagogie telle qu'elle était de manière traditionnelle exercée, oui, relevait tout à fait de ça. Et c'est un mouvement qui est plus ancien, c'est-à-dire depuis la libération après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements qui défendaient l'éducation nouvelle. Je pense par exemple au CMEA ou à d'autres types d'institutions d'éducation populaire, enfin de mouvements d'éducation populaire, avaient vraiment comme visée de transformer la société et cette transformation, pour eux, passerait nécessairement par l'éducation, par la petite enfance, parce que le but de l'école est double. D'une part, la transmission de connaissances, mais d'autre, la formation du citoyen. Mais quel citoyen, citoyenne voulons-nous former, entre guillemets? Et donc ça remonte à la libération, mais l'éducation nouvelle elle-même remonte au 19e siècle. Donc c'est un mouvement qui est plus ancien, et donc il s'inscrit dans cette idée-là. Et donc oui, lutter contre l'échec scolaire, mais aussi acquérir. Elle insistait beaucoup aussi sur la maîtrise du langage écrit, puisqu'on vit dans une société de l'écrit, et donc encore une fois, le journal scolaire était très important. Et une dernière chose pour revenir sur le fait que c'est un mouvement ancien, c'est l'idée que la transformation de la société passe par l'éducation. Après la Commune de Paris, enfin avant la Commune de Paris, donc à la fin du 19e siècle, Jean Foucambert raconte, donc la personne qui coordonnait ce réseau d'écoles expérimentales, que 80% des ouvriers parisiens étaient alphabétisés par l'intermédiaire d'écoles mutuelles. Et donc Jules Ferry, du gouvernement de Thiers, après la Seconde Guerre, après la Commune de Paris, décrète l'école obligatoire, publique, laïque, alors même qu'il y avait un système éducatif qui fonctionnait très bien par d'autres méthodes, notamment cet enseignement mutuel. Donc ils s'inscrivent aussi dans cette histoire-là des pédagogies libertaires qui existaient au XIXe siècle. Et donc oui, alors transformer la société, ça veut dire quoi? Créer des nouveaux citoyens. Après la libération, c'est lutter contre les nationalismes, la xénophobie, créer une société plus solidaire, plus coopérative. Ce qui était très important aussi pour ces écoles, c'était faire valoir les droits de l'enfant, que l'enfant a des droits, et que l'école serait un des lieux où ce droit n'est pas forcément exercé non plus. Donc faire valoir les droits de l'enfant au sein de l'école, et créer des citoyens, citoyennes, des citoyens, citoyennes qui soient acteurs de leur avenir et des êtres impliqués. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que c'est une critique de la société, de l'école qui désimplique, c'est-à-dire qui rend les enfants passifs, qui n'ont pas le droit à la parole, à l'expression, à l'élaboration aussi de leur vivre ensemble. Donc voilà ce que visaient c'est comme type de transformation en fait sociétale, ces écoles depuis un moment, mais qui a vraiment été portée par ces écoles ouvertes dans les années 70. Et c'est quelque chose qui est toujours porté aujourd'hui justement par les pratiques de co-création et de co-éducation que tu mènes, par exemple. C'est dans cette perspective-là également? Dans l'idéal, oui, c'est une visée au long terme. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a une vraie complicité, solidarité et coopération qui existe entre ces systèmes éducatifs et certains engagements artistiques coopératifs, effectivement. Et c'est très important de les faire exister dans le réel, quoi, comme ça a été proposé de le tenter ici à Embrun. Alors Yoann, on ne t'a pas oublié. Bonjour Yoann. Bonjour. J'ai une question pour toi.
Tu déploies des récits à la croisée de ton histoire personnelle et de l'histoire avec un grand H, à travers des performances, des peintures et des sculptures, où le processus de création prime souvent sur l'objet fini, du moins c'est ce que tu peux dire parfois de ton travail. Alors, première question, est-ce que tu avais connaissance de ces principes de co-création et de coéducation avant cette résidence avec Marie, ou pas du tout? Non, j'en avais connaissance, après une connaissance très superficielle, enfin très légère. C'est absolument pas un domaine que je maîtrise, même si du coup dans ma pratique artistique, de manière très intuitive, c'est des notions que je retrouve et des constats que je peux faire de moi-même lorsque justement je suis invité à intervenir dans les milieux scolaires ou autres. Mais c'est vrai que là c'était ça venait mettre des mots et des termes sur des sensations que j'avais pu avoir de par mon expérience. Oui, parce que justement, Marie parlait du fait que le processus de création parfois peut primer sur l'objet fini dans ces dispositifs de co-création, et justement ça entre de cette façon-là peut-être en écho avec ta propre pratique, l'idée d'un processus qui serait tout aussi important que ce qui en résulte. Ben, complètement. En fait, ce processus de création, pour moi, c'est à chaque fois un terrain de jeu où j'essaye d'y inviter le maximum de personnes, et c'est vraiment pour moi l'occasion de venir découvrir des nouvelles manières de faire. Enfin, c'est vraiment ce moment-là qui m'importe le plus, et c'est aussi pour ça que finalement la performance est devenue quelque chose d'important dans ma pratique. C'était justement parce que ce moment où l'échange entre les personnes et les différents corps et les gestes et les mouvements qui peuvent s'échanger lors de ce processus de création est souvent plus important, oui, que finalement la forme finale. Et donc de le rendre visible, pour moi c'était quelque chose d'important dans la compréhension de ce que je souhaite faire, en fait. Enfin, pour moi, c'est pas le travail, ce que j'essaie de montrer, c'est tout ce qui se passe avant la pièce finie. Oui, justement, on va rentrer plus dans votre résidence. Donc, j'ai parlé en introduction des ateliers avec des artisans locaux, du journal de bord, écrit par les enfants, des ateliers de peinture et de sculpture que vous avez menés avec ces mêmes enfants. Donc, déjà, peut-être que vous pouvez, peut-être toi, Yoann, nous parler qui sont ces artisans avec lesquels vous avez travaillé? Oui, il y a eu cette première visite au Gabion, qui est un centre de formation et un lieu où sont pensés les différents matériaux naturels et écologiques pour la construction de maisons, de bâtiments, enfin la construction, quoi. Et ça a été la première visite qu'on a pu faire avec les enfants. C'était un premier pas aussi pour comprendre les différents matériaux qu'on allait pouvoir utiliser lors d'ateliers, et aussi montrer que ces matériaux peuvent aussi bien être présents dans des choses très concrètes pour eux, et donc les différentes constructions qui peuvent exister autour d'eux, et en même temps l'utiliser d'une manière artistique. Mais vous avez aussi travaillé avec des céramistes, il me semble, ou avec des personnes qui font de la vannerie, ou... Avec de la vannerie, effectivement. Lucille Bou, une vannière qui est venue enseigner les bases de la vannerie. Donc et ce qui était intéressant, c'est que finalement, je me retrouvais aussi au même niveau que les enfants. Enfin, c'était bien de se retrouver tous ensemble dans le même apprentissage, et de venir découvrir
différentes manières de tisser. Et encore une fois, enfin, c'était à chaque fois des expériences relativement courtes, mais qui permettaient. Donc là, c'était vraiment de faire des petits ronds en fait avec de l'osier. Et cet exercice déployé sur une cinquantaine d'enfants, voire 90, il y avait cette idée de transmission entre les personnes qui saisissaient tout de suite ce geste et ceux qui avaient un peu plus de mal, et justement de venir s'aider les uns les autres pour cette création commune. Et comment ça s'est organisé, je veux dire, selon quel processus de décision justement avec les enfants et les artisans locaux? Marie ou Johan, comme vous voulez, si l'un d'entre vous veut répondre. Je pense que dans le processus de création et de décision, il y a des personnes très importantes aussi à mentionner. Ce sont leurs enseignants-enseignantes qui étaient très présents et qui ont accompagné le processus de bout en bout. Et donc il me semble que j'ai pas assisté pour ma part à la rencontre avec la Vanière, mais la première rencontre avec le Gabion était surtout un moment de découverte du lieu et plus que de décision à prendre finalement. On était vraiment dans un moment d'observation, d'écoute, de découverte. Et ensuite, c'était le travail a consisté à partir de ce qui a été découvert, de commencer à manipuler des matériaux, et ce que les enfants ont fait avec Johan. Et pour ce qui est du journal scolaire, par contre, qui faisait aussi partie des éléments importants sur lesquels on a travaillé, nous, on a transmis en fait la connaissance et l'usage de cet outil et dit aux enfants à quel point ça allait être important qu'ils fassent connaître à tous, toutes, c'est-à-dire les habitants en réalité d'Embrun, leurs parents, leurs enseignants élargis, leurs voisins, les commerçants, etc. Le processus justement de création. Donc après, comment la création du journal a été décidée, les articles choisis, ça s'est vraiment fait dans la fabrique de la classe. Entre les enfants et les enseignants, et de manière très différente en fonction des enseignants et enseignantes, en fonction de la manière dont eux-mêmes conçoivent leur pédagogie. Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises ou des moments plus difficiles au niveau du journal? Au niveau de ces processus justement de décision, de co-création entre les enfants, les artisans, avec leurs enseignants aussi. Ouais. Peut-être tu veux poursuivre, Johan? Oui, alors il y a effectivement eu de très belles surprises. Enfin, pour moi, c'est à chaque fois ces moments où les enfants ont commencé à s'approprier complètement un savoir-faire qui leur était transmis et venaient aussi dépasser les consignes qui pouvaient être données, et c'est souvent ce qui a permis d'aller plus loin, en tout cas dans la fabrication des œuvres collectives. C'était vraiment de tous ces moments où on sentait qu'ils étaient un peu guidés par leur intuition, et enfin il y avait ces moments de concentration extrême qui étaient pas toujours simples, parce que c'est des enfants relativement jeunes et c'était des ateliers plutôt longs, donc c'était difficile d'être attentif et concentré sur de longues périodes comme ça, mais c'était il y a eu des belles surprises. Enfin, en fait, ça a été jalonné de belles surprises en réalité. Et je me demandais quel statut vous donnez à ce qui a été produit. Est-ce qu'il s'agit pour vous justement d'œuvres, comme tu viens d'employer ce mot-là, je crois, Johan, ou plutôt d'outils, sachant que Marie, tu emploies souvent ce terme-là pour parler de ce qui résulte des dispositifs de co-création?
En fait, ce que j'appelle outil, c'est, disons, le concept du journal scolaire en lui-même. C'est-à-dire transmettre cet outil, c'est transmettre l'idée, enfin, en tout cas, le mettre en œuvre un document qui transmettra la parole des enfants, qui est écrit par eux, dont le thème a été décidé également par eux dans l'idéal, etc. Et en ça, c'est un outil. Après, ce qui en résulte, la création du journal lui-même, cet objet individuel, singulier, réalisé coopérativement, peut tout à fait être une œuvre. Enfin, on peut le considérer comme tel. Hein. Mais il s'agit, comme tu dis, justement d'outils qui, en tant que tels, peuvent participer justement de logiques de coopération et d'émancipation à l'égard des places et des fonctions qui sont traditionnellement assignées à chacun. C'est ça l'enjeu aussi de ces dispositifs, en fait. C'est ça, exactement. Et vous avez aussi réalisé une émission de radio avec les enfants des écoles primaires dans les studios où on enregistre justement ce podcast, ceux de l'antenne RAM 05. Alors comment ça s'est passé et puis qu'est-ce qu'on peut y entendre, enfin qu'est-ce qu'on y entend? Johan, peut-être? Alors, là, encore une fois, ça a été des choses qui ont été pensées à l'intérieur en classe avec les enseignants et enseignantes qui suivaient chaque projet et les enfants étaient vraiment libres de choisir la structure de l'émission de radio. Ça pouvait être des poèmes, des questions, des interviews entre eux, des questions qui m'étaient directement adressées. C'était donc on n'a pas assisté à la fabrication. Moi, j'ai eu la chance de voir les enregistrements se faire et du coup y participer en répondant aux questions des enfants. Mais il y a eu aussi ça pouvait vraiment partir dans toutes les directions que les enfants le souhaitaient. Et c'était justement ça l'enjeu, en fait. C'était que les enfants puissent utiliser ce médium, ce média pour s'exprimer le plus librement possible et de partager ce qui leur paraissait important pendant ce mois d'atelier. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à la radio, je trouve que c'était aussi un moment important pour eux de découverte, au même titre que les découvertes du gabion ou de la vannerie, c'est-à-dire qu'ils ont découvert l'artisanat à radio et venir dans les studios, mettre un casque, être devant le micro, voir comment ça fonctionne. Tout ça était aussi... il y avait aussi de l'apprentissage à cet endroit-là, comme pour le journal. On a beaucoup discuté de questions de mise en page, de typographie, d'organisation des articles entre eux. Donc c'était aussi la découverte de la presse, des médias, en plus du fait que tout ça était vecteur de leur propre parole. Et ils ont eu aussi peut-être ils ont pu d'une certaine manière découvrir justement la céramique, la terre cuite, pardon, je crois, je sais plus s'il s'agit de ça ou de céramique, de la vannerie. Donc il y a aussi des savoir-faire dont ils ont pu prendre connaissance, en tout cas. Exactement. Et aujourd'hui, donc justement, s'ouvre au Centre d'Art l'exposition qui restitue cette expérience. Peut-être qu'on peut parler de ce qu'on voit justement concrètement. J'ai fait un tour un peu plus tôt dans la journée. J'ai vu une grande fresque, une cabane, une grande table aussi, des sculptures en terre ou en plâtre. Peut-être, Johan, tu peux nous parler de ce qu'on voit dans l'exposition ? Oui, alors... ce qu'on y voit, enfin déjà de manière très simple, c'est d'un côté l'ensemble des réalisations, des œuvres qui ont été faites par les enfants, ou en tout cas soit seuls, soit en collaboration. Il y a une grande fresque où chaque enfant a pu peindre et reproduire des dessins faits en classe et parfois sortir de ce travail de reproduction et se laisser libre
leur envie pour venir recouvrir ce mur. Et ce qui était déjà une expérience en soi de venir recouvrir et continuer le dessin d'autres enfants. Et donc, enfin, il y avait un peu cette idée de passer en dessous et dessus, comme, enfin, finalement, c'était quelque chose qui alliait un peu toute l'exposition, parce que la vannerie, ça a été aussi ce type de geste, de passer en dessous, dessus, de lier les choses. Il y a donc tous ces travaux de vannerie qui reproduisent un grand soleil qui est accroché au plafond. Et donc l'enjeu, c'était aussi de montrer et les réalisations et en même temps de venir s'inspirer de ce que les enfants pensaient de l'école idéale, ou en tout cas de cet endroit où l'apprentissage serait un lieu un peu rêvé. Et souvent l'idée de la cabane dans la nature pour apprendre au milieu des animaux revenait souvent. Donc il y a cette grande cabane qui est assez centrale dans l'exposition, qui sert aussi pas de mirador, mais on peut monter sur la cabane pour changer le point de vue et de voir le centre d'art d'une autre manière, et de venir découvrir d'autres réalisations que les enfants ont fait. Et alors il y a donc certaines pièces que j'ai réalisées seul, enfin souvent qui peuvent servir de socle, ou en tout cas toujours cette idée de venir supporter les créations enfin je sais pas si c'est supporter, mais j'avais envie de plutôt moi pendant le montage de venir créer des formes qui permettaient de mettre en valeur ces différentes créations. Et il y a une partie un peu plus active ou activable dans la deuxième partie de l'espace d'exposition, qui est donc une grande table peinte avec 2 grands bancs et aussi un petit atelier avec une presse pour pouvoir faire de la linogravure et venir produire des dessins, des textes, des choses qui peuvent se rajouter à l'ensemble de contenus, de récits qui ont pu être visibles dans les journaux des enfants. Et donc cette grande table où on va pouvoir aussi continuer ce travail de discussion et de création tout au long de l'exposition. Il y a également dans l'exposition les affiches murales, parce que quand je parlais de journal scolaire, en réalité, 2 formes ont été réalisées. Une première forme qui était un journal, un format A4 plié en 2, donc un format A5 avec 8 pages, 1, 2, 3, 4, oui, distribué aux familles, et un format journal mural qui était affiché dans la ville et qui reprenait des dessins, des textes d'enfants que nous mettions, enfin que la graphiste du Centre d'art, Victoire Lebars, mettait en page elle-même et affichait ensuite qu'on affichait dans la ville. Donc il y a également ces affiches murales, et puis une édition qui résulte de la réunion et le réagencement plutôt que la réunion de tous les journaux scolaires réalisés par les enfants. Donc une édition de 24 pages qui est en fait un condensé de ce qui a été réalisé sous forme de journal scolaire également. Alors, une dernière question. Comment, finalement, vous concevez l'expérience que vous avez menée avec ces enfants ? Est-ce que vous percevez cette expérience plutôt comme une recherche-action qui pourrait inspirer l'institution justement d'un nouveau type d'école, ou plutôt comme une parenthèse dans le parcours éducatif de ces enfants ? Ou ni l'un ni l'autre ? Je ne sais pas. Marie ? Je pense que, déjà, il existe pas mal d'écoles, enfin, pas suffisamment, mais d'écoles qui travaillent déjà comme ça, avec des techniques inspirées de la pédagogie de Célestin Freinet ou des pédagogies institutionnelles. Donc, on n'invente rien. Mais par contre,
Et puis ce serait à mon sens un peu présomptueux de notre part d'imaginer qu'on change le système scolaire des écoles d'Embrun sous prétexte qu'on y serait intervenu un mois. Mais en tout cas, j'espère et je pense que c'est le cas puisque il y a eu beaucoup de plaisir à faire tout ça ensemble, que ça puisse continuer ce journal, ces façons de faire. Et puis de toute manière, il y a une vraie inscription, enfin une vraie collaboration qui existe d'ores et déjà depuis plusieurs années entre le Centre d'art et les écoles. Donc ça ne peut que se poursuivre. Mais c'est vrai que si le journal s'appelle Mon Journal, c'est le monde de montagne. Et si Mon Journal pouvait se poursuivre, je trouve que ce serait une belle réussite. Et d'ailleurs, peut-être, Johan, un dernier mot sur le titre de l'exposition ? Alors, le titre de l'exposition, c'est une phrase qui a été choisie par des enfants lors d'exercices autour de la création d'un journal. Et donc, il y a un des groupes d'enfants qui a écrit cette phrase qui pourrait nous emmener près du soleil en sous-titre de l'un de ces paragraphes et on trouvait ça très beau et donc c'est devenu le titre de l'exposition, mais de forme interrogative. Et Johan, qu'est-ce que tu espères de ce moment de rencontre que sera ce vernissage ce soir ? Ce que j'espère profondément, c'est que les enfants s'approprient cet événement, enfin soient fiers de montrer ce qui a pu être fait, viennent être chacun un médiateur pour expliquer comment ça a été fait, et puis prendre en compte la dimension collective en fait de ce travail, que ce soit pas uniquement de montrer quelle partie chaque enfant a fait, mais de prendre en compte la valeur collaborative de tous ces différents gestes, de tous ces différents travaux, et bien sûr essayer, si ça leur permet de continuer d'une certaine manière ces expériences collaboratives, ou en tout cas ou d'aller voir des expositions d'une autre manière, ou je sais pas, à chaque fois que ce genre d'expérience arrive, on a toujours l'impression que c'est trop court, et on a toujours en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression d'être une sorte de sachet de thé infusé, et en espérant que tout le monde puisse goûter cette bonne tisane. Enfin, je sais pas. Eh bien, merci Marie et Johan pour ce premier podcast d'Écho. Et merci. Très bon vernissage ce soir. Merci. Merci.